Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, moi j'ai demandé un truc, une chose, quand même, ça fait très longtemps, je vous le cache pas, qu'on n'a pas vu une salle de cinéma pleine. Donc c'est un vrai bonheur, donc je voudrais que vous vous applaudissiez vous-même. Voilà, d'être venus nous voir sur ce festival, qui est le premier événement culturel d'après l'été. Normalement on est au mois de juin, pour ceux qui nous connaissent. On a décalé en février, en septembre, pensant qu'on serait plus tranquille. En fait non, c'est même pire. Donc l'année prochaine, on revient en juin. Donc 10e anniversaire du Champs-Élysées Film Festival. J'ai même peine à y croire. 10 ans déjà. J'espère que je n'ai pas trop changé, pour ceux qui me connaissent depuis 10 ans. Alors, ce soir, formidable film, 3e long métrage de Jim Cumming. Peut-être que certains ici ont vu la soirée court métrage de Jim, qui a, voilà. Vous allez voir, c'est un film très étonnant à l'image, j'ai envie de dire, de son réalisateur, exactement. D'ailleurs, après le film, on va faire un petit question-réponse, donc restez avec nous parce que vous n'allez pas le regretter, je peux vous dire. Et donc, c'est une critique assez féroce du monde des agents à Hollywood, vu par Jim Cumming, à qui je vais demander tout de suite de me rejoindre. Il sort d'ailleurs le 15 décembre, voilà, chez News Story, le 15 décembre, et je vais demander à Jim, Mr. Jim Cumming, de venir me rejoindre. Applaudissez-le pour qu'il puisse le voir. A lot of people. Merci d'être ici ce soir. Ça c'est le premier parisien de ce film. C'est formidable. Le film sort en décembre 15. C'est une comédie que j'ai fait avec ma meilleure amie du monde, PJ McCabe. Il ne peut pas être ici ce soir. Il y a un bébé, un petit bébé, il s'appelle Quinn. My goddaughter. She's very cute. Mais merci pour se voir. C'est un film très près de ma cœur et c'est drôle et crazy, fou. Et merci. Et fuck Hollywood. Bon appétit. Merci. Donc il parle en français, il est absolument incroyable. Donc là, une très très bonne séance et très bonne soirée. Merci. Avant que vous puissiez poser vos questions, je vais en poser quelques-unes à Jim. Comment ça vous est venu cette idée de tirer comme ça sur Hollywood, sur un film entier? How did I come up with the idea to tell the story of Hollywood? I don't know. I was with friends, and there was a woman at this party. And I was saying goodbye to everybody, and I said goodbye, and she hugged me, and then kept her hand on my back for a long time. And I thought, that's an invitation. And it was really weird and uncomfortable. And I was like, oh, okay. But then it became this thing of like, well, what would it be like if she sent you a letter? And it was this anonymous encounter, this admirer that loved you. And I called my friend PJ, and I said, what would you do if you got a letter in the mail saying this? And he said, I would get murdered. Like, they would kill me immediately. Of course I'm not going to do it. And he said, would you do it? I said, no, I wouldn't do it. But that'd be crazy, right? It kind of became this Twilight Zone episode. And then we just kept writing it. And then if you're going to make a movie about liars and cheaters, you have to set it in a talent agency. Alors, je sais pas vraiment comment m'est venue l'idée du film. Je pense que j'étais à une soirée avec des amis, et il y a une femme qui, au moment où je partais, m'a pris dans ses bras comme ça, et après elle a laissé sa main sur mon dos pendant un temps qui paraissait vraiment très long, et ça m'a mis un peu mal à l'aise. Et après, j'ai commencé à penser à cette idée de lettre anonyme qui serait envoyée par une admiratrice comme ça, et j'ai soufflé l'idée à mon collaborateur, PJ McCabe, qui a co-réalisé le film. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu ferais si tu recevais une lettre comme ça? Il a dit, je pense qu'on me tuerait immédiatement après, ce serait dingue d'y aller, et j'étais complètement d'accord avec lui. Et j'ai commencé à développer comme ça une idée de film qui serait un peu comme un
sorte de long épisode de la quatrième dimension. Et après, je me suis dit que si on voulait situer l'intrigue dans un monde comme ça de tromperie et avec beaucoup de gens qui mentent, il fallait forcément que ça se passe dans une agence de talent à Hollywood. Est-ce que ce portrait que vous faites d'Hollywood, justement, qui est vraiment pas reluisant, I think he's gonna translate that, yeah. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la réalité ou vous avez complètement exagéré les choses? So you cast a very negative light on Hollywood, and do you feel like it's the reality, or do you feel like you exaggerated the reality? So Robert Altman made a film about Hollywood called The Player, and when he was doing this, people would say, "Is it really that bad?" And he would say, "Oh, it's far worse." And I agree. I think we only had 90 minutes to help to tell the story of how awful and toxic it is for women in the workplace, and what assholes these guys are. But really, it's so much worse. It is. I can't. It would take me forever to explain it to you. But everything that you know about Hollywood is true. Alors, il y avait un réalisateur qui s'appelle Robert Altman qui a fait un film qui s'appelle The Player, et on lui demandait souvent est-ce que ce que vous montrez dans le film comme visage d'Hollywood est aussi horrible dans la vraie vie, et souvent il répondait que c'est bien pire dans la réalité. Et c'est vrai que dans ce film on a seulement 1h30 pour montrer la toxicité d'Hollywood comme monde du travail, notamment de la violence qui est faite aux femmes dans ce milieu, mais c'est un vrai enfer en fait, et tout ce que vous avez vu est vrai. Alors, quel est le plaisir là-dedans, Jim, de jouer le méchant? De jouer quand même un beau salaud, quoi. Well, I understood. your character is a douche. Yeah. So wait, That's what she said. what's the pleasure of playing such an evil character? It feels a bit like Charlie Chaplin playing the great dictator. I get to make audiences laugh by how awful I am and how stupid I am. And it gives audiences permission to laugh at the powerful. And it feels really great. But I am an asshole. Alors, j'ai un peu pensé à ce que faisait Chaplin dans le film Le Dictateur, c'est-à-dire qu'on rit de la médiocrité de mon personnage, on rit de sa bêtise, et je voulais que le public puisse se moquer des puissants, mais dans la vraie vie, moi aussi, je suis un salaud. Est-ce qu'il y a une question? Si vous avez déjà des questions, non, j'enchaîne, et puis n'hésitez pas à lever la main. Vous avez coécrit, co-réalisé, vous dites, avec PJ. Avec PJ. Oui, mais vous avez coécrit surtout avec lui. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça s'est passé? Parce que vous avez un processus d'écriture et de réalisation qui est assez étonnant quand vous co-réalisez comme ça, quand vous collaborez avec quelqu'un. The way that we write is thousands of conversations, and we'll write the entire script out loud. So it's not written like we're typing or written out. We'll have 1,000 ideas in one Google document, and then we'll share it with each other, and then we organize it in a way that could be a screenplay, and then we just come together, and instead of writing it, we'll act out all of the scenes. So every scene is acted out 100 times to find what the scene should be, and then we'll be acting out, and I'll go, oh, fuck, yeah, it's great, and I'll go over and write it down. And we've written that way for 4 years. But that's not the education in screenwriting. Everybody says you have to do it a different way, but it's really working for us. And I think we're going to keep doing it. Mm-hmm. This is Emile, by the way. He's amazing. Alors, notre processus d'écriture est assez atypique. On a 1001 discussions et en fait, on écrit le film à voix haute. C'est-à-dire qu'on a un document partagé sur Google, on écrit toutes les idées qui nous passent par la tête, et puis au fur et à mesure, on organise ça sous la forme d'un scénario. On le joue des centaines de fois comme ça, jusqu'à ce qu'on trouve les scènes. C'est un processus qui a duré environ 4 ans. Tout le monde nous dit que c'est atypique et qu'on n'est pas censé faire comme ça, mais nous, ça nous va, et je pense qu'on va continuer à collaborer comme ça. Est-ce que sur le plateau, vous êtes 2 à diriger, ou est-ce que vous le faites tout seul, et PJ, il est votre co-réalisateur parce qu'il a tellement travaillé le film en amont que vous estimez qu'il a ce crédit de réalisateur? Et sur le plateau, ça se passe comment? Est-ce que vous êtes tout seul à diriger, ou est-ce qu'il le fait avec vous? How do we do it when we're directing? Yeah. The joke is
So I didn't go to school for acting. PJ went to school for acting, and I went to school for filmmaking. And so the joke is, PJ doesn't know anything about cameras, and I don't know anything about acting. And so together we make one good director. But really, because we write out loud, because we're writing constantly how we write, it's kind of directing. The way that we act scenes out and form the scenes, it is directing. So we'll also record the screenplay as a podcast where we'll act out every part. And so the movie already exists as a podcast before we shoot it, and then we just have to film the podcast. So really, it was kind of an accident that we were writing and directing together, but we're best friends in real life, so it felt very easy. It felt like we were co-directing. And then on set, but on set it was really easy because I'm in the movie almost every scene, and PJ was able to see the monitor and make sure that I wasn't a terrible actor all the time. Alors la blague, c'est que PJ a suivi des cours de comédie alors que moi je prenais des cours de cinéma, et que en fin de compte je joue dans le film et on me voit dans presque toutes les scènes. Lui il ne sait rien sur la caméra, il n'a pas de formation technique, donc ensemble on a à peu près une connaissance à peu près complète du processus de fabrication d'un film. Mais en réalité, quand on écrit le film, la façon dont on l'écrit, c'est déjà une forme de réalisation, parce qu'on enregistre le film sous la forme d'un podcast. Donc le film existe déjà avant même d'avoir été fait, et la fabrication sur le plateau, c'est vraiment une façon de mettre en image ce podcast, en fait. Mais c'était pas intentionnel qu'on co-réalise ce film, ça s'est fait presque accidentellement. On est vraiment proches dans la vie, et ça nous a semblé en fin de compte assez naturel de faire ce film ensemble. Et sur le plateau, c'était très pratique parce que comme je joue tout le temps dans presque toutes les scènes, PJ lui pouvait regarder sur le retour image pour s'assurer que je jouais bien et que ça se passait bien. Toujours pas de questions? Si. Oh là. Hi. Hi. Thanks for this great movie. Oh, cool. It's very intelligent, very bold, courageous, especially as an American. Wow. Thank you. No offense. Know that you're an American, but you're talking about Hollywood as an American director. Yeah, sure. Yeah, that's what I meant. Sure. I do. I'd like to know, how did you cast the actors playing in the movie? Was it through talent agencies? I guess no. No. And Instagram. It was Instagram. Totally. And also, so many of the actors are my friends. So like, Jacqueline, who plays my assistant, is the girl in Thunder Road who is making out with two guys in the car. And so I was writing the movie, and I was like, I think Jacqueline Doak could play this part. And so we changed the character to Jacqueline, and then it was like, yeah, Jacqueline's going to do it. Yeah. But there were so many friends. It's just people who are making movies that are next to us, and I say, hey, can you do this thing? It'll be next Tuesday, and here are your lines in the podcast. And they're like, yeah, I can do that. So it's never through Hollywood. We did not make this film in Hollywood. It was completely circumventing Hollywood. And it's great. It looks like a $4 million movie. It is great. Thank you. Great. And then we made it for nothing. We made it with our friends in our backyard. So like, it's in our apartments. It's in our offices. Anybody can do this. Anybody can create a studio on their own with friends. And I'm just lucky enough that I've been doing it for 10 years, that I have very talented friends at this point. It's great. So Thank you. your way of doing things is very exciting. Oh, cool. It's exciting. For the It's future. exciting. Yeah. Let's keep talking. Alors d'abord c'était un compliment, puisque vous trouviez que le film était très audacieux et intelligent, surtout venant d'un réalisateur américain. La question c'était comment est-ce que les acteurs avaient été choisis? Est-ce que c'était par des agences? Ce à quoi Jim a fait une réponse catégorique. Non, c'était par Instagram, aussi des amis, d'anciens collaborateurs, par exemple Jacqueline Doak qui joue son assistante. Elle était dans Thunder Road, elle est dans la scène où on la voit dans la voiture, elle est en train d'embrasser deux mecs.
Et le rôle a été réécrit, le rôle dans ce film-là a été réécrit pour elle, pour que ça colle vraiment à sa personnalité. Et de manière générale, tout le film a été pensé pour que ce soit donc nos proches qui jouent dedans. Et on leur a proposé un peu à la volée de passer comme ça sur le plateau, ce qui fait que à l'arrivée, on a l'impression que le film peut coûter 4 millions de dollars, alors qu'on l'a fait vraiment avec des bouts de ficelle dans notre jardin, dans nos vrais appartements, dans notre bureau. Et la moralité, c'est que tout le monde peut faire des films avec ses amis, en fait. Vraiment. Vraiment. Ça fait, voilà. Et donc, la morale de l'histoire, c'est que c'est très stimulant. C'est un processus très, très stimulant, une émulation. Jim, quand vous faites ce podcast que vous donnez aux acteurs, ouais. C'est ça, hein, pour éviter trop de répétitions qui coûtent extrêmement cher. Ouais. Hein, on est d'accord. Yes, exactly. Okay. It's too expensive. Yeah, I heard you. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un peu, comment dire, quand vous projetez quelque chose des rôles, c'est-à-dire que vous faites tous les rôles dans ce podcast, d'un coup vous demandez à un acteur de faire quoi, de mimer ce que vous faites, ou est-ce qu'ils ont la liberté de proposer des choses et tout ça? Est-ce que finalement No liberty. Okay. I think really I come from the world of animation, and so much of the world of animation is specific. It has to be. Every frame matters. Every line matters in our films. And English and language and comedy and tone are so complex that we just don't have the time to find it. And I'm an actor, PJ's an actor, so we just recorded it how we thought the scene would go so that people get the jokes. And then we give it to them, and sometimes they're offended. And I go, I'm sorry, this is the best way that I know how to do it. And then they elevate it in such a way. So it becomes this, like a screenplay. I say it's easy to misinterpret a text message. Never give an actor just a screenplay. Sorry, actors. Alors, en réalité, je donne aucune liberté à mes acteurs. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais je viens du monde de l'animation où tout doit être très précis, et dans mes films aussi, tout doit être très précis. La langue anglaise, le sens de la comédie, le ton, il n'y a pas vraiment de place pour l'improvisation. Et PJ et moi, en fait, on a un sens de l'humour qui est assez particulier, et parfois les gens vont être un peu offensés, les acteurs, qu'on leur donne comme ça un podcast, le texte entier préenregistré. Mais je leur dis que je ne connais pas de meilleure façon de travailler, parce que d'ailleurs ils l'améliorent en fait. Ils dépassent bien évidemment le niveau de ce que je leur ai envoyé, mais vous savez, quand vous envoyez un SMS à quelqu'un, c'est très facile qu'il y ait des erreurs d'interprétation, et souvent j'ai l'impression que c'est la même chose avec un scénario. Quand vous donnez un scénario à quelqu'un, j'aime bien donner quelque chose en plus pour compléter l'interprétation. Est-ce qu'il y a une question? Thanks for a great film. Thank you very much. Really good. Talking of Thunder Road, since Thunder Road was changed, is it easier to get the money to make a film or not? Because you complained about not having enough money to make Thunder Road in an interview, I think. Sure. So Thunder Road, thank you for the question. Thunder Road, we ran a Kickstarter campaign, a crowdfunding campaign to make the movie, and we raised $36,000. That became the pre-production funds to make the movie. And then that film was very successful here. Thank you. And that film was very successful in the United States. And so we were able to make the budget back. It was $200,000 that we made that film for. And then I made a werewolf movie. It hasn't come out in France yet. Called The Wolf of Snow Hollow. It's great. Oh, thanks. Oh, thank you. Pirates. And then that was a $2 million movie, which is insane. It was 10 times the budget of Thunder Road. But then with this film, we went back to making small movies. So I made this movie for $250,000, which is crazy. But I had so much more creative control, and I was able to raise that money through a crowdfunding campaign called WeFunder in 12 days. So I really think that this is the future for all of you, to treat your movies like startup companies and to open it up to the internet and get financing that way. I was talking to Aaron about this earlier yesterday, but it really is the future, and anybody can do it. That's how Silicon Valley makes their products, and we're doing the same thing. It's easier.
Alors, donc vous avez remercié Jim pour son super film et vous vouliez savoir si depuis Thunder Road, c'était plus facile de trouver des financements pour faire des films. Alors, Thunder Road avait un financement particulier, c'était en ligne avec une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Kickstarter. Il y a eu 36 000 $ qui ont été récoltés comme ça. Ça a permis de financer la pré-production du film. Et ensuite, grâce au succès que le film a connu, d'abord en France et ensuite aux États-Unis, le film qui coûtait 200 000 $ au total a pu rentrer dans ses frais. Grâce à ça, Jim a pu faire un film de loup-garou qui malheureusement n'est pas encore sorti en salle en France, qui a coûté 2 millions de $, donc c'est déjà 10 fois plus que ce qu'avait coûté Thunder Road. C'était un budget vraiment énorme. Et ensuite, pour The Beta Test, il est revenu à une économie beaucoup plus modeste, c'est-à-dire 250 000 $, mais ça lui permettait d'avoir le contrôle absolu sur la fabrication du film. Et il est passé par un site qui s'appelle WeFunder, qui lui a permis en 12 jours seulement d'obtenir la somme. Et en fait, l'avenir du cinéma, c'est vraiment de traiter le financement comme le font les startups avec leurs projets. C'est-à-dire que le film a été fait en vendant des parts du film aux internautes, et il a été financé comme ça en ligne, comme on le fait dans la Silicon Valley. Une autre question? First, thank you very much for this film. Keep doing what you do, which is fantastic. Cool. I wanted to know what was the research process like for the talent agencies, and what did you write from experience? Yeah, no comment. No. So some of it is my own experience. All of my friends have had nothing but problems in Hollywood. It's just bullshit and lies and cheating and all that stuff. But then when we were writing the film, we wrote it about the envelope service, the anonymous sexual encounters. And then we knew that it had to be about cheating and lying. It's like, oh, it could be funny to do this agency stuff. And I tweeted once saying, if anybody works in the talent agency world, I'd love to meet you. And through friends and through Twitter, we were able to connect with about 11 different sources, anonymous sources, who came to talk to us on the phone, or we go out to lunch and talk about what it was like to be in the world. And so much of the way that we speak, what's going on in the offices, was built from their testimonies and emails and voicemails and leaked documents and all kinds of crazy shit. It's way worse. I mean, this is nothing from what we heard. Like fist fights in the office, cocaine, all kinds of crazy shit. So yeah, we had 11 different people give us the testimony, and the scene where I'm shouting at Jacqueline and I say, "How are you going to come in tomorrow?" That is verbatim. That's actually how an agent at one of the top 4 agencies in Hollywood spoke to an assistant. And afterwards, I called the anonymous source and said, "Hey, I think I did it. It was too close. I think I said it exactly how you told me he said it. And I'm nervous he's going to find out." And she said, "He'll never remember. He does it every day." It's awful. It's awful, awful, awful. Donc la question était de savoir quel avait été le processus de recherche sur le monde, l'univers des agences de talent, quelle était la part d'expérience vécue. Alors déjà, tous mes amis ont vécu des problèmes, des emmerdes avec ces agences, et l'idée de départ c'était vraiment le service des enveloppes. On pensait que c'était une idée assez drôle de situer cette histoire dans le monde des agents, puisque ça parle de mensonges, de tromperies, etc. Et par le biais d'amis et par un message que j'ai posté sur Twitter, on a pu réunir 11 sources anonymes qui ont parlé de leur expérience. Et tout ce qu'on monte dans le film vient des expériences qu'on a pu collecter. C'était des messages, c'était des emails, c'était parfois des documents fuités. Et en fait, ce qui se passe est souvent bien pire. Il y a des histoires de cocaïne, des histoires de bagarres à main nue en plein bureau. Et la scène, par exemple, où je crie sur mon assistante, c'est mot pour mot un témoignage qu'on nous a raconté. Et j'ai appelé la source pour lui demander si c'était pas gênant que j'utilise verbatim ce qu'elle m'a dit, parce que peut-être que la personne incriminée aurait pu se reconnaître. Et elle a dit t'inquiète pas, il le fait tous les jours, il n'y a aucun moyen qu'il se souvienne que c'est ce qu'il m'a dit.
have you screened the film in Hollywood, and are you what kind of response have you gotten? I mean, this is the premiere. Do you have an agent? Yeah. No. We haven't screened it yet. Nobody's seen it. So it's screened at Berlinale and Tribeca and then Deauville and now here. So nobody in Hollywood has seen the film. I don't think they're going to like it, if I can make a bet. But I think also, if you're making fun of them, it's like South Park. If you're making fun of someone, they have to say, I love it. It's great. Really funny. I know someone just like that. And they forget that it's them. So I think the film will be celebrated in Hollywood. And I hope we don't get into trouble. Alors la question c'est de savoir si le film avait été montré à Hollywood et quelle réaction ça avait pu susciter. Personne n'a vu là-bas puisque le film a seulement été montré à Berlin, ensuite à Tribeca, ensuite à Deauville et maintenant ici. Mais je suis prêt à parier qu'ils détesteraient le film. Quoique il peut y avoir un effet un peu à la South Park où ils taperont dans le dos en me disant qu'ils ont adoré et en me disant ça me rappelle quelqu'un ce que je vois sur l'écran, sans se douter que ça parle d'eux-mêmes. Mais voilà, moi je veux pas m'attirer d'ennui, donc. Je sais qu'il y a des questions tout au fond. Hello, I was wondering, as you said, the first idea for this feature was a situation that you lived a few days ago. It was important for you to talk about this part of Hollywood before this event. Yeah. So this would have been 2019 when that happened. So Ronan Farrow had already written about Weinstein, and I mean, really, the entire conversation that was filmmaking was about Me Too. And being in Hollywood, it was a complete change of the landscape. We have moments in the building where the buildings are collapsing and the earthquakes are happening. And that's kind of how it felt, where there was this war that was going on with the creatives and the agencies trying to take power. And it was every day in the newspaper, but nobody was talking about it. And everybody, it's because of the power dynamics of the agencies. Everybody felt terrified to say anything. And so I knew I wanted to make jokes about it. And so PJ and I have a relationship like Trey Parker and Matt Stone, where I go, is this okay to be joking about? And he's like, no, make it worse. Yeah, make it worse. And so we ended up making this through that. But no, I definitely wanted to make something about Hollywood. It's something that I actually do care about. The bad guys really could have won, and I'm glad that they didn't. Thank you. Hey. Donc la question c'est de savoir à quel moment est-ce que le monde d'Hollywood s'est greffé à la première idée qui était l'intrigue, la situation. Et en fait c'était un moment où on parlait déjà beaucoup du mouvement MeToo, il y avait déjà Ronan Farrow qui avait publié des articles et on assistait à un changement d'écosystème. Un peu comme dans le film, il y a un tremblement de terre qui est en train de se produire et on avait vraiment l'impression de vivre une guerre, c'est-à-dire une guerre entre les talents et les agences. Et la presse en parlait de manière assez ouverte, mais entre nous, on sentait qu'il y avait un peu comme une sorte d'omerta. Et quand on a écrit le film avec PJ, il m'a encouragé vraiment à forcer le trait. Et c'est fou de se dire que les méchants auraient pu gagner cette bataille. Je vais poser une dernière question et je crois qu'il va falloir qu'on arrête, malheureusement. Ouais. C'est quoi votre rapport justement parce que vous mariez des gens qui avaient vu Wolf, parce qu'en fait ils l'avaient piraté. On a vérifié parce que il y a quand même un import néerlandais complètement accessible légalement. Quel est votre rapport au piratage et est-ce qu'il y a un moment en fait où vous dites c'est pas normal que le seul film qui a été produit dans un système de studio soit le seul film qui finalement n'est pas accessible à l'étranger? So how do you feel about piracy with the werewolf film? And
What could you say about the fact that the only film that you made within the system is also the only film that's not available in most countries? I think that is I don't care about piracy for a big studio movie. Doesn't really matter. It becomes a commercial for them. With this film, they made it for nothing, and it's incredibly important. Same with Thunder Road; it's incredibly important. I own 38% of Thunder Road, so if you buy it on iTunes, every dollar that comes in, I'm getting 38 cents on, which is crazy. But no, I mean, really, the difficult thing is like when the way that the studio systems work, and because of the increase in technology, all of you could distribute a movie on your own. There are aggregators to get onto iTunes or to get onto Netflix or to get onto Amazon, and it only costs about $1,200. The problem is it's an educational issue where the studios don't want you to know that, because if they do, you're the competition. And you can curse in your movies, and you can show sex, and you can show real violence, which is what audience want to see, because they're perverts, clearly. But really, you are their competition, and I don't know. I think really, if you give your movie to someone else, like a big studio, sometimes they'll fuck it up, and I think we all know that. But it really is better to do these smaller movies that you have control over, to be able to put out into the world how you want them. Alors, le piratage, c'est pas un problème pour les films de grands studios, c'est même leur faire de la pub. Par contre, sur des petits films, là, ça pose un problème. Par exemple, sur Thunder Road, c'est vraiment important parce que je détiens 38% des parts du film, des droits du film. Donc, pour chaque dollar qui est payé sur les droits quand vous achetez le film sur iTunes, je vais toucher par 38 centimes. Donc, la difficulté, c'est que en réalité, c'est très facile de mettre des films sur des plateformes. Vous avez des agrégateurs en ligne, vous payez un forfait de $1,200 et votre film va se retrouver sur Amazon, sur iTunes, etc. Mais ce qui devient compliqué, c'est que les studios essaient de vous décourager de le faire. Parce qu'ils ont tout intérêt à garder leur sorte de monopole. Et si vous avez la liberté, vous pouvez montrer ce que vous voulez. Vous pouvez montrer du sexe, de la violence, en bref, tout ce que le public veut voir, parce que le public, c'est des pervers. Et donc, vous êtes un de leurs concurrents. Dès le moment où vous faites un film de façon libre. Et souvent, l'histoire a prouvé que si vous donnez un film à un studio, ils peuvent merder. Je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête là, mais merci beaucoup en tous les cas d'être resté. Merci, Jim. Merci beaucoup.